Les réflexes médulaires sont des mouvements involontaires qui sont très impliqués dans la préservation de l'organisme et la régulation du tonus. La contraction des muscles striés est engendrée par deux types de mécanismes, volontaire et réflexe. Le mouvement volontaire émane de la pensée. Il est ainsi décidé et généralement orienté vers un but précis, comme se servir un peu de café. Alors que le mouvement réflexe est une réaction à une stimulation sensorielle qui est complètement involontaire, rapide et stéréotypée, n'ayant aucune cible spécifique et qui nous prend souvent par surprise. Émanant d'une décision consciente, le mouvement volontaire est sous la commande du cortex cérébral. C'est en gros la commande véhiculée par la voie pyramidale. Le mouvement réflexe, quant à lui, n'est pas consciemment décidé, sa commande se trouve alors à un niveau sous-cortical et notamment dans la moelle épinière pour les réflexes spinaux, sujet de la présente vidéo. La mise en jeu d'un réflexe moteur nécessite la présence de 5 éléments. Il y a d'abord un récepteur d'où part la stimulation et qui se trouve dans la peau ou dans les muscles pour la plupart des réflexes spinaux. Ce récepteur est lié à un neurone sensitif qui transporte le message vers la moelle en passant par la racine postérieure. C'est le neurone afférent. La moelle épinière représente le centre d'intégration du réflexe, faisant intervenir un ou plusieurs interneurones qui commandent l'action du motoneurone quittant la moelle via la racine antérieure. C'est l'élément efférent destiné à l'innervation du muscle strié qui représente l'effecteur. Ces 5 éléments constituent ce qu'on appelle l'arc réflexe. Il existe plusieurs réflexes médulaires, mais nous allons développer les deux principaux, à savoir le réflexe général de flexion qui vise à sauvegarder l'organisme de toute menace extérieure et le réflexe myotatique qui est à la base de la régulation de la posture et de l'équilibre. Le réflexe général de flexion est mis en jeu suite à la stimulation d'un récepteur cutané qui est activé par des stimuli nociceptifs ou douloureux. L'information est transmise par des fibres sensitives de petit calibre qui véhiculent la sensation douloureuse, entraînant l'activation du motoneurone destiné au muscle fléchisseur. La contraction de ce muscle a pour objectif de soustraire le membre à la source de la douleur. Ce réflexe fait intervenir des interneurones réalisant plus d'une synapse entre les fibres afférentes et efférentes. Il s'agit donc d'un réflexe dit polysynaptique. Maintenant, voyons voir comment ça se passe dans le détail. Supposons qu'en vous baladant pieds nus dans la maison, vous marchez sur une épingle. La stimulation des récepteurs cutanés aboutit par circuit réflexe à la contraction des muscles fléchisseurs de la cheville pour l'éloigner de l'épingle. Mais ce n'est pas tout. Le neurone sensitif afférent va aussi activer d'autres muscles à différents étages médulaires, à savoir les fléchisseurs du genou et les fléchisseurs de la hanche, d'où le nom de réflexe de triple retrait. En effet, c'est cette flexion simultanée des 3 segments qui permet d'éloigner le membre inférieur de l'agent agresseur, préservant ainsi son intégrité. Cependant, ce mouvement rapide de triple flexion arrive très soudainement et nous met dans une position de grande instabilité avec risque de chute. Et comme l'organisme ne laisse rien au hasard, tout est déjà prévu pour nous préserver des risques. Le réflexe de triple retrait destiné aux muscles fléchisseurs du membre source de la stimulation va aussi activer les muscles extenseurs du membre contralatéral. Cette contraction des extenseurs va aussi concerner les 3 étages du membre, à savoir la hanche, le genou et la cheville, afin de renforcer la stabilité au sol sur un seul membre et éviter la chute. C'est le réflexe d'extension croisée qui est intégré dans le réflexe général de flexion quand il concerne le membre inférieur. Le réflexe myotatique est le deuxième réflexe spinal important. Il se caractérise par son récepteur inséré dans le muscle dans une structure appelée fuseau neuromusculaire qui est stimulée par l'étirement ou l'élongation du muscle. L'information est transmise par des fibres sensitives de gros calibre qui véhiculent la sensibilité proprioceptive, entraînant l'activation au niveau médulaire des motoneurones destinés au même muscle source de la stimulation, assurant sa contraction et donc son raccourcissement. Contrairement aux autres réflexes, le réflexe myotatique met directement en contact les fibres afférentes et efférentes dans la moelle sans interposition d'interneurones, réalisant ainsi une seule synapse, ce qui en fait un réflexe dit monosynaptique et très rapide. Le réflexe myotatique détermine le tonus musculaire de base qui joue un rôle fondamental dans les réactions d'équilibration. Par exemple, quand on trébuche sur un obstacle, l'attitude penchée en avant
entraîne un étirement brusque des muscles spinaux, dont la contraction par réflexe myotatique permet un certain redressement immédiat afin d'éviter la catastrophe. Autre exemple, quand on remplit une bouteille d'eau, son poids va exercer un étirement croissant sur les fléchisseurs du coude, mais le bras ne baissera pas grâce à la contraction réflexe de ce dernier pour maintenir la posture de départ. Aussi dans le domaine sportif, le shoot d'un ballon de foot peut se faire avec une telle force qu'il peut entraîner des lésions musculaires. Mais la contraction réflexe des fléchisseurs de genoux en fin de mouvement les protège de la déchirure, soulignant ainsi le rôle protecteur du réflexe myotatique à côté de son rôle dans l'équilibre. Place maintenant aux applications cliniques. Les réflexes ostéotendineux faisant partie de l'examen neurologique sont à la base des réflexes myotatiques. Le réflexe rotulien, par exemple, est recherché en tapotant par un marteau à réflexe sur le tendon patellaire. Il en résulte un petit allongement du quadriceps dont la contraction réflexe déplace la jambe en avant. La survenue de ce réflexe témoigne de l'intégrité de l'arc réflexe qui se situe pour le réflexe rotulien à l'étage médulaire L3 et L4. Comme nous l'avons déjà vu dans une vidéo précédente, le syndrome neurogène périphérique se caractérise par une abolition des réflexes ostéotendineux dans les territoires touchés. Pour comprendre pourquoi, il suffit de rappeler que ce syndrome traduit la lésion du motoneurone périphérique N2 impliqué dans le réflexe myotatique. Sa lésion est donc responsable d'une interruption de l'arc réflexe. Facile, n'est-ce pas? Mais là où ça se corse, c'est quand on veut expliquer pourquoi ces réflexes sont-ils exagérés dans le syndrome pyramidal. Là par contre, c'est une autre histoire. Mais pour bien comprendre, revenons un peu en arrière et faisons d'abord un petit rappel biomécanique. Pour chaque mouvement articulaire, les muscles sont distingués en deux groupes, les agonistes qui font le mouvement et les antagonistes qui font le mouvement inverse. Par exemple, pour la flexion du coude, le brachial et le biceps brachial sont des muscles fléchisseurs et donc les agonistes, alors que le triceps brachial qui est extenseur s'oppose à l'action des deux derniers et il représente de ce fait leur antagoniste. De la même façon, un mouvement d'extension du genou est assuré par le quadriceps, alors que les fléchisseurs qui s'opposent au mouvement sont des antagonistes du muscle extenseur. Maintenant, supposons l'action suivante. Pour boire ce délicieux café, on doit rapprocher le verre de la bouche, ce qui implique une contraction du biceps brachial. Comme déjà expliqué dans la toute première vidéo, la commande de cette action est véhiculée par la voie pyramidale qui va stimuler au niveau de l'étage médulaire C5 le motoneurone N2 destiné aux fléchisseurs du coude. Mais pendant cette action, le muscle antagoniste, à savoir le triceps brachial, va subir un étirement, d'où l'activation de son réflexe myotatique responsable de sa contraction réflexe. Jusque-là, c'est nickel, mais nous avons un petit problème. Cette contraction concomitante du muscle et de son antagoniste ne permettra pas à l'action d'aboutir. Alors, pour s'en sortir, le N1 qui commande l'action va aussi exercer un effet inhibiteur sur les N2 destinés aux antagonistes de l'action, permettant ainsi à un mouvement initial de flexion d'être exécuté. C'est le contrôle inhibiteur descendant que la voie pyramidale exerce sur le réflexe myotatique. En résumé, la voie pyramidale exerce en même temps un effet excitateur sur les N2 des agonistes réalisant l'action volontaire et un effet inhibiteur sur les N2 destinés aux antagonistes afin de bloquer leur contraction commandée par réflexe myotatique. Ainsi, en cas de lésion de la voie pyramidale, il va y avoir à côté du déficit moteur une levée d'inhibition sur le réflexe myotatique et donc une accentuation de ce dernier qui se manifeste par une exagération des réflexes ostéotendineux. Ah, ça c'est cool, nous avons tout compris. Pas si vite les amis, il reste encore un petit mystère à élucider. Toujours dans le syndrome pyramidal, cette levée d'inhibition sur le réflexe myotatique explique aussi l'hypertonie pyramidale, encore appelée spasticité. Théoriquement, cette hypertonie devrait être retrouvée dans tous les muscles qui doivent opposer une contraction réflexe exagérée à tout étirement subi. Mais ce n'est pas ce qu'on remarque chez nos patients. Cliniquement, cette spasticité prédomine sur les fléchisseurs aux membres supérieurs et les extenseurs aux membres inférieurs. Pourquoi à votre avis? Cette question fait encore partie des mystères neuroscientifiques, mais il existerait une explication logique basée sur les forces gravitaires.
Aux membres supérieurs, les muscles fléchisseurs sont en permanence étirés sous l'effet du poids des segments sous-jacents. Le réflexe myotatique est alors plus puissant car actif en permanence afin de maintenir un tonus antigravitaire. De la même façon, les muscles extenseurs aux membres inférieurs sont aussi étirés par effet de la pesanteur et leur contraction réflexe quasi permanente nous permet de rester en position érigée. Ainsi, la levée d'inhibition sur le réflexe myotatique par atteinte pyramidale engendrerait une spasticité plus importante dans les muscles où ce réflexe était à la base plus puissant. Ça par contre, c'est très cool. Enfin, il est important de bien retenir que la dichotomie entre mouvement volontaire et involontaire répond uniquement à un objectif pédagogique puisque dans la réalité, tout est intriqué et interconnecté. Le mouvement volontaire ayant une organisation verticale hiérarchique est sous la régulation d'autres structures qui sont mises en jeu de façon automatique et indépendante de notre volonté, comme le cervelet et les noyaux gris centraux, comme déjà expliqué dans des vidéos précédentes. D'autre part, le mouvement involontaire réflexe ayant une organisation circulaire est sous l'influence du système volontaire qui exerce un contrôle inhibiteur sur les réflexes. Ainsi, l'organisation générale de la motricité n'est pas scindée en deux, mais répond plutôt à un parallélisme anatomique et fonctionnel entre ce qui est volontaire et ce qui est involontaire. Et voilà, nous arrivons à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager les vidéos si vous en aimez le contenu. Et pour rester informé de nos activités, suivez-nous sur Neurocampus. À très bientôt!